Une seule commande, un employé. Et en quelques minutes, une partie d'Internet disparaît. Des milliers de sites tombent simultanément. Voici l'histoire du bug Amazon qui a paralysé le web mondial. Introduction, le 28 février 2017, des millions d'utilisateurs tentent d'accéder à leurs sites habituels. Les pages ne chargent plus. Les applications plantent. Les services en ligne cessent de répondre. Au même moment, dans les coulisses d'Internet, une erreur humaine vient de déclencher l'une des pannes cloud les plus marquantes de l'histoire moderne. Cette panne ne touche pas une entreprise isolée. Elle touche l'infrastructure même sur laquelle repose une grande partie du web. En l'espace de quelques secondes, une frappe au clavier mal configurée va démontrer la fragilité d'un Internet devenu entièrement dépendant de quelques acteurs géants. Ce qu'est AWS, Amazon Web Services, ou AWS, est le service cloud d'Amazon lancé en 2006. Il fournit des serveurs, du stockage et des outils informatiques à des millions d'entreprises dans le monde. Start-up prometteuses, grands médias internationaux, plateformes de streaming dominant le marché, applications mobiles comptant des millions d'utilisateurs, services professionnels critiques. Une immense partie d'Internet repose sur AWS. Netflix, Airbnb, Reddit, Slack et des milliers d'autres entreprises ont fait le choix stratégique de confier leur infrastructure à Amazon. Pour beaucoup d'entreprises, AWS est invisible mais absolument vital. C'est l'équivalent numérique de l'électricité. On ne pense jamais à son fonctionnement jusqu'au moment où elle vient à manquer. Quand AWS fonctionne, personne ne s'en rend compte. Quand AWS tombe, tout s'arrête brutalement. L'illusion de la solidité AWS est réputée pour sa fiabilité exceptionnelle. Redondance des données, sauvegardes automatiques multiples, régions géographiques dispersées, promesses contractuelles de haute disponibilité dépassant 99,99%. Pour ses clients, AWS est censé être presque infaillible. Les brochures commerciales mettent en avant des architectures distribuées capables de résister à pratiquement toutes les défaillances. Beaucoup d'entreprises ont abandonné leurs propres serveurs et leurs équipes d'infrastructure pour s'appuyer entièrement sur ce système externalisé. Cette confiance massive repose sur une idée simple et rassurante. Un géant technologique comme Amazon, avec ses milliers d'ingénieurs brillants et ses milliards de dollars d'investissement, ne peut pas se tromper. L'entreprise qui a révolutionné le commerce en ligne et transformé le cloud computing possède forcément les meilleurs systèmes de sécurité et de contrôle. Ce jour-là, cette illusion confortable va voler en éclats de la manière la plus brutale qui soit. Un matin comme les autres, le 28 février 2017 commence comme une journée ordinaire dans un centre de données AWS situé aux États-Unis, dans la région US East In, en Virginie du Nord. Cette région est historiquement la plus ancienne et la plus utilisée d'AWS. Les ingénieurs effectuent régulièrement des opérations de maintenance sur les systèmes. Ces procédures sont courantes, minutieusement documentées et encadrées par des protocoles stricts. Elles sont supposées être parfaitement sûres, testées des centaines de fois auparavant. Personne, ce matin-là, n'imagine qu'une de ces opérations routinières va déclencher une panne mondiale dont on parlera encore des années plus tard. L'ingénieur responsable de la maintenance prépare ses commandes comme il l'a fait des dizaines de fois. Les équipes de garde sont à leur poste. Les systèmes de monitoring fonctionnent normalement. Rien ne laisse présager la catastrophe imminente. Le service S3. Au cœur de cette histoire se trouve un service appelé Amazon S3 pour Simple Storage Service. S3 est un système de stockage de fichiers dans le cloud lancé en 2006 comme l'un des premiers produits d'AWS. Des milliards d'images, de vidéos, de documents, de sauvegardes et de bases de données y sont stockés en permanence. C'est le fondement invisible d'une quantité incroyable de services en ligne. Des sites web entiers ne sont que des vitrines légères qui pointent vers des fichiers hébergés sur S3. Les images que vous voyez sur les réseaux sociaux, les vidéos que vous regardez en streaming, les documents que vous téléchargez depuis des applications professionnelles, une grande partie de ces contenus transitent par S3. Si S3 devient inaccessible, ces sites perdent instantanément leur contenu. Les pages s'affichent vides, les applications ne répondent plus, les services s'effondrent comme un château de cartes. La maintenance de routine. Ce jour-là, un ingénieur AWS qualifié et expérimenté doit corriger un problème mineur de performance sur un sous-système de S3. L'objectif est simple, retirer temporairement quelques serveurs qui fonctionnent plus lentement que prévu afin d'améliorer les temps de réponse globaux du service. Rien d'extraordinaire dans cette opération.
La procédure STI est parfaitement connue et documentée. Les outils de ligne de commande sont en place depuis des années. Des centaines d'ingénieurs ont déjà exécuté des commandes similaires sans incident. Mais une étape critique va mal se passer. Une commande va être exécutée avec un paramètre incorrect, une simple erreur de syntaxe qui transformera une maintenance bénigne en cauchemar mondial. Dans le monde de l'informatique à grande échelle, la différence entre le succès et la catastrophe tient parfois à un seul caractère mal placé. La commande fatale. Au lieu de retirer uniquement les quelques serveurs ciblés pour maintenance, la commande supprime un nombre catastrophiquement plus important de serveurs que prévu. Des dizaines, puis des centaines de machines critiques sont brutalement arrêtées. Parmi elles, des serveurs absolument essentiels qui gèrent l'indexation des données et les systèmes de facturation de S3. Ces composants ne stockent pas directement les fichiers des utilisateurs, mais ils permettent au système de savoir où ces fichiers se trouvent et comment y accéder rapidement. Sans ces serveurs d'indexation, S3 devient aveugle. Il possède toujours les données, mais il ne sait plus où elles sont, qu'il ne sait où elles sont. C'est comme une bibliothèque gigantesque dont on aurait détruit tous les catalogues. Les livres existent encore, mais impossible de les retrouver. Le problème est aggravé par le fait que ces serveurs n'avaient jamais été complètement arrêtés depuis leur mise en service. Personne ne savait combien de temps prendrait leur redémarrage complet. La réaction enchaîne. Dès que ces serveurs critiques tombent, S3 commence à se comporter de manière complètement imprévisible. Les requêtes échouent massivement. Les fichiers deviennent totalement inaccessibles. Les systèmes de redémarrage automatique tentent de réagir, mais ils sont immédiatement submergés par la charge. Les dépendances internes complexes de S3 entrent en conflit les unes avec les autres. Le service ne parvient plus à se stabiliser, oscillant entre différents états d'erreur. Le plus ironique dans cette situation, même le tableau de bord de statut d'AWS, censé informer les clients des problèmes en cours, dépend lui-même de S3 pour afficher ces informations. Les équipes d'Amazon se retrouvent incapables de communiquer efficacement sur la panne parce que leurs propres outils y sont victimes de cette même panne. C'est un paradoxe tragique qui illustre à quel point S3 était devenu central dans l'écosystème AWS. Internet commence à tomber. Très rapidement, les conséquences deviennent visibles à l'échelle mondiale. Des sites populaires cessent brutalement de fonctionner. Des médias en ligne ne peuvent plus afficher leurs images, montrant des pages parsemées d'icônes d'erreur. Des applications mobiles deviennent totalement inutilisables, bloquées sur des écrans de chargement infinis. Même des services internes d'Amazon rencontrent des difficultés majeures. Le problème n'est plus local ou limité. Il est devenu global et systémique. L'effet domino se propage à une vitesse vertigineuse. Chaque service qui dépend de S3 tombe à son tour, et certains de ces services sont eux-mêmes des dépendances pour d'autres applications, créant une cascade de pannes interconnectées. Des milliers de sites affectés. Parmi les services touchés, on trouve des plateformes de streaming vidéo majeures, des outils collaboratifs utilisés par des millions de professionnels, des services de messagerie d'entreprise, des sites d'actualités internationaux et des applications professionnelles critiques. Quora, Medium, Trello, Docker, GitHub, Slack. La liste des victimes ressemble à un annuaire des services web les plus populaires. Pour beaucoup d'entreprises, leur site web dépend entièrement de S3 pour le stockage des images, des CSS, des fichiers JavaScript et même parfois des pages HTML complètes. Lorsque S3 tombe, leur activité s'arrête net, sans solution de contournement possible. Pour certaines startups en pleine croissance, chaque minute de panne coûte des milliers de dollars en revenus perdus et en clients frustrés. Les réseaux sociaux se remplissent de captures d'écran montrant des pages d'erreur, transformant la panne technique en crise de relations publiques. La panique des entreprises. Dans les bureaux du monde entier, des équipes techniques tentent désespérément de comprendre ce qui se passe. Les tableaux de bord affichent des erreurs alarmantes en rouge. Les alertes se multiplient exponentiellement. Les systèmes de monitoring sonnent comme des alarmes d'incendie. Les ingénieurs vérifient frénétiquement leur propre système, relancent des serveurs, examinent des logs, mais le problème ne vient manifestement pas d'eux. Il vient du fournisseur cloud sur lequel ils ont tout construit, celui en qui ils avaient placé une confiance aveugle. Et ce fournisseur réputé infaillible est en panne. Les directeurs techniques passent des appels d'urgence. Les PDG demandent des explications. Les équipes commerciales doivent gérer des clients furieux. Personne n'a de réponse satisfaisante à donner.
L'impossibilité de réagir. Contrairement à une panne interne qu'une équipe peut résoudre, les clients d'AWS sont totalement impuissants face à cette situation. Ils ne peuvent pas redémarrer les serveurs d'Amazon. Consulter leur propre log ne sert à rien puisque le problème est externe. Contacter le support d'AWS mène à des files d'attente interminables. La panne est complètement hors de leur contrôle et cette réalisation est terrifiante. Beaucoup d'entreprises réalisent brutalement à quel point leur dépendance au cloud est totale et dangereuse. Elles ont externalisé non seulement leur infrastructure, mais aussi leur capacité à réagir aux crises. Il n'existe aucun plan B immédiat, aucune solution de repli préparée. Certaines équipes techniques découvrent qu'elles ont même perdu les compétences nécessaires pour gérer des serveurs physiques, ayant entièrement migré vers le cloud des années auparavant. La communication d'Amazon. Pendant ce temps, Amazon commence à communiquer avec difficulté. Les premiers messages, publiés avec retard sur Twitter et d'autres canaux, parlent vaguement d'un problème affectant S3 dans une région spécifique. Mais l'impact réel est bien plus large et profond que ces communications initiales ne le suggèrent. La région US East 1 est l'une des plus anciennes et des plus utilisées au monde. Des milliers d'entreprises l'ont choisi par défaut lors de leur configuration initiale et n'ont jamais pris le temps de configurer une véritable redondance géographique ailleurs. Les équipes de communication d'Amazon doivent gérer une situation impossible. Expliquer une panne majeure alors que leurs propres outils de communication dépendent du service en panne. C'est un cercle vicieux qui révèle les failles d'une architecture trop centralisée. La durée de la panne. La panne dure plusieurs heures interminables. Certaines fonctionnalités reviennent progressivement dans l'après-midi, mais de nombreux services restent instables ou partiellement inaccessibles. Le redémarrage complet de S3 est d'une lenteur frustrante, car les systèmes d'indexation doivent reconstruire leur base de données massives et rééquilibrer des pétaoctets de données à travers des milliers de serveurs. Plus le temps passe, plus l'impact économique cumulé augmente de manière vertigineuse. Chaque heure supplémentaire représente des millions de dollars de pertes collectives. Les équipes d'Amazon travaillent frénétiquement, mais même pour un géant technologique, réparer une infrastructure de cette échelle prend un temps considérable. Les pertes invisibles. Il est pratiquement impossible de chiffrer précisément le coût total de cette panne. Mais les pertes sont absolument colossales. Revenus publicitaires perdus pendant des heures sur des milliers de sites. Abonnements annulés par des clients frustrés. Transactions commerciales manquées. Réputation gravement entachée pour des entreprises qui promettaient un service continu. Coûts d'équipes techniques mobilisées en urgence. Pénalités contractuelles pour non-respect de SLA. Pour certaines entreprises, particulièrement les plus petites structures sans réserves financières importantes, cette journée restera comme l'une des pires de leur histoire. Certaines startups ont vu des années de travail et de construction de réputation anéanties en quelques heures. Tout cela à cause d'une seule erreur humaine commise à des milliers de kilomètres de distance. L'analyse post-incident. Après la panne, respectant une tradition dans l'industrie technologique, Amazon publie un rapport post-mortem détaillé. L'entreprise reconnaît avec une transparence inhabituelle qu'une commande incorrectement formulée a supprimé un nombre beaucoup trop important de serveurs. Elle explique que certains systèmes absolument critiques n'étaient pas suffisamment protégés contre ce type d'erreur humaine. Ces procédures de sécurité interne, pourtant considérées comme robustes, n'ont pas suffi à empêcher l'incident. Il n'existait pas de limite stricte sur le nombre de serveurs qu'une seule commande pouvait affecter. Personne n'avait imaginé qu'un ingénieur pourrait accidentellement viser des centaines de machines au lieu de quelques-unes. C'est un angle mort classique. On prépare des défenses contre les attaques malveillantes, mais on oublie les erreurs bénignes. Une erreur humaine classique. Le plus troublant dans cette histoire, c'est précisément sa banalité désarmante. Il ne s'agit pas d'un bug informatique complexe et imprévisible. Il ne s'agit pas d'un piratage sophistiqué mené par des acteurs malveillants. Il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle ayant détruit un centre de données. Il s'agit simplement d'une erreur humaine commise lors d'une opération de maintenance routinière. Un scénario que l'on retrouve quotidiennement dans toutes les entreprises technologiques, quelle que soit leur taille ou leur expertise. La différence ici réside uniquement dans l'échelle de l'impact. Dans une petite entreprise, une telle erreur aurait affecté quelques utilisateurs. Chez AWS, elle a touché des millions de personnes simultanément.
C'est la centralisation qui transforme une erreur banale en catastrophe mondiale. La dépendance au cloud. Cet incident met brutalement en lumière un problème fondamental de l'architecture moderne d'Internet. En centralisant leurs infrastructures sur quelques géants du cloud, principalement AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, les entreprises ont gagné en simplicité opérationnelle et en réduction des coûts, mais elles ont aussi dangereusement concentré les risques. Quand un acteur dominant comme AWS rencontre un problème majeur, l'impact est immédiatement mondial et systémique. Internet, qui était initialement conçu comme un réseau décentralisé et résilient capable de survivre à des attaques nucléaires, est devenu un système de plus en plus centralisé et donc fragile. Nous avons recréé les vulnérabilités des systèmes centralisés que nous cherchions initialement à éviter. Les leçons pour les entreprises. Après cette panne mémorable, de nombreuses entreprises ont été forcées de revoir leur architecture technique et leur stratégie de résilience. Certaines ajoutent dans des régions géographiques de secours, configurant des systèmes de basculement automatique. D'autres répartissent stratégiquement leurs services entre plusieurs fournisseurs, cloud différents pour éviter une dépendance exclusive. Mais ces solutions ont un coût financier et opérationnel significatif. Maintenir une infrastructure redondante est coûteux. Former des équipes capables de gérer plusieurs plateformes cloud différentes est complexe. Beaucoup d'entreprises réalisent qu'elles ont systématiquement privilégié la simplicité et l'économie à court terme au détriment de la résilience et de la sécurité à long terme. C'est une leçon difficile, mais nécessaire. Ce qu'Amazon change. De son côté, Amazon a été contraint de renforcer considérablement ses procédures internes de sécurité. Les commandes de maintenance deviennent beaucoup plus restrictives, avec des limites strictes sur le nombre de serveurs qu'une seule opération peut affecter. Des garde-fous techniques supplémentaires sont ajoutés à tous les outils d'administration critique. Des simulations de panne sont mises en place régulièrement pour tester les procédures de récupération. L'objectif stratégique est clair et impératif. Éviter qu'une seule commande mal formulée puisse à nouveau provoquer une panne d'une telle ampleur mondiale. Amazon investit des millions de dollars dans l'amélioration de ses systèmes de sécurité opérationnelle. Mais ces changements soulèvent une question troublante. Pourquoi ces protections n'existaient-elles pas dès le début? Un avertissement pour le futur. L'incident AWS de février 2017 n'est malheureusement pas un cas isolé dans l'histoire récente de la technologie. Il est le symptôme d'un monde de plus en plus dépendant de systèmes informatiques complexes et profondément interconnectés. Plus ces systèmes grandissent en taille et en complexité, plus une erreur apparemment minuscule peut avoir des conséquences gigantesques et imprévisibles. Ce n'est pas une question de compétences techniques ou d'intelligence des ingénieurs. C'est une question fondamentale de structure et d'architecture systémique. Nous construisons des systèmes tellement grands et complexes qu'ils dépassent notre capacité à en comprendre tous les comportements possibles. L'erreur devient statistiquement inévitable. La morale de bug critique. Cette histoire nous rappelle une vérité profondément dérangeante sur notre époque technologique. Les technologies les plus puissantes et les plus impressionnantes ne sont pas nécessairement les plus sûres ou les plus fiables. Derrière chaque interface utilisateur simple et élégante se cachent des systèmes d'une complexité vertigineuse et d'une fragilité surprenante. Et derrière chaque système technique, aussi sophistiqué soit-il, se trouvent des êtres humains parfaitement capables de se tromper, de mal comprendre une instruction, de taper une commande incorrecte, de négliger un détail critique. L'erreur humaine est inévitable. La question n'est pas de savoir si elle se produira, mais quand elle se produira et quelle sera l'ampleur de ses conséquences. Conclusion, ceci était Bug Critique. Ici, nous racontons les erreurs informatiques qui ont fait trembler le monde réel. Des bugs invisibles pour le grand public, mais aux conséquences bien concrètes sur nos vies quotidiennes. Si une seule commande mal formulée peut faire tomber une partie significative d'Internet pendant des heures, imagine ce que d'autres erreurs, ailleurs, dans d'autres systèmes critiques, sont potentiellement capables de provoquer. Les infrastructures sur lesquelles nous construisons notre civilisation numérique sont plus fragiles que nous voulons l'admettre. Abonne-toi pour découvrir les prochaines histoires. La prochaine erreur critique est peut-être déjà en cours d'exécution quelque part dans un centre de données, attendant simplement qu'un ingénieur fatigué appuie sur la mauvaise touche.